2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. Madame, Monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Au programme de cette édition, nous revenons sur le conflit en Ukraine et les nouvelles discussions organisées lundi en Allemagne. Sans grande surprise, aucune avancée n'est à relever et l'avenir de la paix semble de plus en plus entre les mains de Donald Trump et lui seul. Nous évoquerons ensuite l'acharnement de Bruxelles à boucler avant la fin d'année l'accord de libre-échange avec le Mercosur, malgré le contexte de fortes tensions agricoles en France. Et puis nous finirons avec un point sur les plateformes de vente en ligne et leur marché de produits illégaux. Après le scandale des poupées pour pédophiles, les autorités semblent bien démunies. Pas plus de paix à Berlin qu'à Londres et Paris. Sans surprise, les discussions de lundi sur la guerre en Ukraine ont donné lieu à de grandes déclarations, mais de petites, voire invisibles avancées. Une impasse désespérante. Le point tout de suite. Jamais aussi proche de l'accord de paix. Voilà comment Donald Trump a résumé la situation en Ukraine à l'issue des discussions de lundi à Berlin. Une déclaration qui ne tranche pas avec les précédentes qui n'ont pourtant pas été particulièrement fertiles. De quoi en faire une nouvelle illustration de la méthode Coué du président américain. En effet, depuis près d'un mois et la présentation du plan de paix en 19 points de Donald Trump, les Européens amendent le projet au gré de leurs obsessions déconnectées du terrain militaire. À chaque intervention du trio néocon Macron-Starmer, Merz, Volodymyr Zelensky ressort enchanté, comme ce fut le cas lundi soir. Et nous avons fait des progrès dans ce domaine. J'ai vu les détails élaborés par les militaires. Ils ont l'air plutôt très bons, même si ce n'est qu'une première ébauche. Et la question du maintien de la surveillance pendant la cessation des hostilités fait partie, à mon avis, des garanties de sécurité. Le maintien de la surveillance, tout comme la question territoriale, est évidemment un point de blocage pour Moscou. Si le fameux trio plaide pour une forme de force de réassurance, pour utiliser les termes consacrés, la Russie refuse toute présence militaire assimilable à l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et pour cause, c'est une part des griefs qui ont conduit à la situation à laquelle nous assistons. Et les Européens, comme Volodymyr Zelensky, le savent bien. De la même façon, ces derniers ont parfaitement conscience que les pertes territoriales dans l'est de l'Ukraine, à savoir le Donbass, ne seront pas non plus négociables intégralement. En effet, Vladimir Poutine ne pourrait renoncer à ces zones alors même qu'il est officiellement entré en guerre avec l'Ukraine pour protéger ces populations russophones qui étaient précisément frappées, rappelons-le, par les armées de Kiev. En réalité, à l'heure actuelle, la marge de négociation à laquelle Volodymyr Zelensky pourrait prétendre reste sur la définition des frontières, des territoires perdus. Dans ce cadre, Zelensky pourrait espérer un gel sur la ligne de front, ce qui ne cadrerait pas avec les frontières des 4 oblasts actuellement revendiquées par Moscou, dans la mesure où les soldats russes n'en ont pas intégralement pris possession. Quoi qu'il en soit, le Kremlin a fait savoir ce mardi matin qu'il ne réagirait pas à des propositions publiées par voie de presse, mais à des propositions diplomatiques sérieuses. En France, les commentaires sont toujours les mêmes, comme on le constate en écoutant le ministre des Affaires européennes français, le Young Leader, Benjamin Haddad. Encore une fois, quand on voit les Russes demander une neutralité forcée, demander de changer les frontières par la force, demander à l'Ukraine de démilitariser, bien sûr, c'est pour ça, encore une fois, que la France s'est battue en premier lieu avec ses partenaires
partenaires européens pour faire monter la pression sur la Russie par la voie des sanctions. Un discours déconnecté des faits qui ne peut donc amener de discussions productives. Reste donc à savoir si le moment venu, Donald Trump imposera une vision de paix en stoppant l'aide effective sur le terrain pour contraindre définitivement Zelensky à se rendre à la table des négociations sans accepter les diversions meurtrières des européistes otaniens. Bruxelles n'a pas encore fini ses courses de Noël et espère signer avant la fin de l'année des accords de libre-échange avec l'Inde et le Mercosur, des accords auxquels le gouvernement français fait mine de s'opposer pour essayer d'amadouer les agriculteurs déjà très en colère. Explication de Nicolas de Lamberterie. Ursula von der Leyen veut à tout prix finir l'année 2025 en beauté. Non seulement en s'emparant de l'argent de la Banque centrale de la Fédération de Russie, mais aussi en signant de gigantesques accords de libre-échange avec le Mercosur sud-américain, ainsi qu'avec l'Inde, le pays le plus peuplé du monde. Et sans surprise, de nombreux citoyens européens en voie de brutal déclassement économique sont pour le moins inquiets des conséquences de cette énième mise en concurrence, pour ne pas dire en prédation, des économies européennes. Même le média eurolâtre et particulièrement mainstream Euractiv reconnaît poliment que Bruxelles n'est pas parvenue à faire plier New Delhi au sujet des règles dites environnementales et carbone. En clair, les accords de libre-échange UE-Inde consisteront à ce que le producteur européen monte sur le ring avec les menottes dans le dos pour tenter sa chance face aux lutteurs indiens. Et même si les problématiques environnementales à l'échelle planétaire, et plus particulièrement dans le sous-continent indien, sont réelles et parfois même alarmantes, difficile de donner du sens à la volonté des dirigeants euromondialistes de mettre en concurrence producteurs européens avec les producteurs indiens, sauf peut-être dans une volonté de mise à mort sacrificielle. Et à propos de sacrifices, ce sont les agriculteurs européens qui se sentent particulièrement visés, ainsi que les citoyens qui sont sensibles à leur cause, et tout simplement les consommateurs, qui se demandent bien ce qu'il y a dans leur assiette. Et dans ce domaine, c'est l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui inquiète terriblement les agriculteurs français et européens. Pour rappel, le Mercosur est une zone de libre-échange en Amérique latine qui comprend la majorité du continent sud-américain, avec le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Une chose est sûre, alors que la France a longtemps été considérée comme une superpuissance agricole, elle a désormais une balance commerciale agricole déficitaire. Une statistique à peine croyable pour toutes ces générations de Français qui ont tant entendu sur les bancs de l'école à quel point l'agriculture française était l'un de nos fleurons nationaux. On peut donc légitimement craindre que l'accord de libre-échange avec le continent sud-américain aggravera encore cette situation. En effet, tandis que les Allemands pourront vendre leurs voitures aux Sud-Américains, les Brésiliens pourront exporter leur production agricole aux Européens, tuant encore un peu davantage l'agriculture française. Certains en viennent même à se demander si les abattages massifs de cheptels que l'on voit en France ces derniers mois n'ont pas pour but, ou à tout le moins pour conséquence, de faire place nette aux futures importations massives de produits alimentaires du Mercosur. Déjà mis en difficulté par les facilités accordées au marché agricole ukrainien pour être commercialisé en Europe, les agriculteurs européens se retrouveraient une fois de plus mis en concurrence avec des pays qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes contraintes réglementaires et disposent donc d'une faculté accrue de produire moins cher. Alors que l'accord UE-Mercosur devait être conclu avant les européennes de juin 2024, il a été repoussé à une date ultérieure, en raison notamment de l'opposition de la France et des mouvements d'agriculteurs opposés aux mesures du pacte vert à travers toute l'Europe. En vertu des règles actuellement en vigueur, c'est la Commission européenne qui décide de ce type de traité et il faut une minorité de blocage conséquente au Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres compétents des 27 États membres, pour faire échouer un tel projet. Pour qu'un accord soit trouvé, il faut qu'au moins 15 États membres, représentant au moins 65% de la population de l'Union, votent ensemble. Pour constituer une minorité de blocage, il faut donc rassembler soit 13 États membres, soit des États représentant 35% de la population totale de l'Union. Pour le moment, malgré l'opposition bruyante et le poids démographique de la France, le compte n'y est pas. La Pologne est également hostile à l'accord UE-Mercosur, tandis que depuis le début, l'incertitude règne autour du positionnement de l'Italie.
Dans une énième tentative de faire accepter cet accord de libre-échange et de calmer la colère des agriculteurs français, le Parlement européen devrait voter cette semaine une clause de sauvegarde dans le domaine agricole. Une vague promesse de mécanisme de protection de nos agriculteurs qui, à l'image des promesses électorales, ne devrait guère engager que ceux qui auront la bonté d'y croire. Reste maintenant à voir quelles carottes et surtout quels bâtons pourront encore agiter Bruxelles et Berlin pour faire passer coûte que coûte ces grands accords de libre-échange. L'Union européenne ressemblait déjà beaucoup à l'Union soviétique de Brejnev, lorsque les dissidents étaient qualifiés d'agents provocateurs ou étaient placés en asile psychiatrique. Le voyage dans le temps semble se poursuivre, et Bruxelles se rapproche doucement des réformes agricoles du temps de Joseph Staline. Sauf qu'au moins du temps de Staline, on construisait des usines. Bruxelles fait donc mieux que Staline, et réussit l'exploit de démolir simultanément industrie et agriculture. Du grand art. La vente en ligne, véritable Far West numérique. Le scandale des poupées pédopornographiques de Chine n'est qu'une partie émergée de l'iceberg, de quoi illustrer encore une fois les failles de la France et de l'Union européenne. Renaud de Bourleuf. Les poupées pédopornographiques vont faire du bruit dans les tribunaux. Au cours des derniers jours, environ 20 personnes ont été arrêtées pour des soupçons de détention de poupées pédopornographiques. Jeudi, un individu âgé de 66 ans, inconnu des services, a été présenté au parquet d'Annecy. Il sera jugé le 21 janvier par le tribunal correctionnel pour acquisition et détention de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pédopornographique. Arrêté la veille, il a reconnu avoir acheté quelques semaines plus tôt une poupée érotique représentant un enfant sur un site internet. Les enquêteurs n'ont pas dévoilé de quel site il s'agissait. Mais depuis le mois d'octobre, la plateforme de vente en ligne Shein est au centre de l'attention lorsqu'il a été dévoilé qu'il était possible d'y acheter des poupées représentant des enfants d'1 an et présentées sur le site comme des jouets sexuels. Mais Shein n'est qu'une partie émergée de l'iceberg dans le monde opaque de la vente en ligne. Vendredi 14 novembre, le ministre du Commerce Serge Papin a dit découvrir que, outre Shein, 5 plateformes, AliExpress, Joom, Wish, Temu et eBay vendaient des produits illégaux. Ainsi, le chinois AliExpress et le laiton Joom proposent à la vente des poupées pédopornographiques. D'autre part, le chinois Temu et les américains Wish et Amazon ne respectent pas leurs obligations de filtrage des mineurs à des images pornographiques. On trouve aussi des armes sur Wish, Temu, AliExpress et eBay. Une question se pose, comment ce marché peut-il prospérer sur Internet en toute illégalité ? Une semaine plus tôt, le ministre Serge Papin évoquait ce sujet. Ils m'ont dit il y a une espèce de Far West numérique et il se vend tout et n'importe quoi sur ce site et il faut absolument intervenir. Une déclaration plutôt paradoxale. En effet, dans les colonnes du Parisien, le ministre affirmait que peu de temps après son entrée au gouvernement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait averti qu'une 30aine de plateformes étaient sous surveillance. Une surveillance pas très efficace donc. Mais qui a le pouvoir de contraindre ces plateformes ? Une procédure de blocage temporaire de la plateforme Shein par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris a été initiée à la demande du gouvernement afin de faire cesser les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances répétées. L'audience est tenue vendredi 5 décembre et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre. Mais le gouvernement se tourne aussi vers Bruxelles. Le lendemain de l'ouverture du magasin Shein à Paris en plein scandale, le ministre de l'économie Roland Lescure et la ministre déléguée au numérique Anne Le Henaf se sont adressés dans une lettre à Henna Virkkunen, vice-présidente de l'exécutif européen chargé du numérique. Ils demandent des mesures provisoires à l'encontre de Shein et appellent à conduire sans délai des investigations. Officiellement, la Commission européenne a répondu qu'elle prend très au sérieux ces demandes. Officieusement, dans les couloirs de Bruxelles, on parle de charabia. Les hauts fonctionnaires européens critiquent nos ministres pour avoir omis de préciser sur quelle base juridique il fallait suspendre Shein. Rappelons que le règlement sur les services européens, communément appelé DSA, ne permet pas en l'espèce de sanctionner Shein. En effet, bloquer l'activité de la plateforme relève du pays membre où la plateforme est installée. Dans le cas de Shein, il s'agit de l'Irlande. Le DSA est appliqué par la Commission européenne en dernier recours et en cas de risque systémique. Or, la plupart des articles vendus par Shein sont légaux. Les poupées pédopornographiques et autres articles illicites étant marginaux, pas d'application du DSA. Mais il faut préciser que le règlement prévoit aussi que les géants du numérique rendent chaque année à la Commission un rapport dans lequel ils détaillent les mesures mises en place pour limiter les risques. Visiblement, concernant Shein, cela n'a pas été efficace. Par ailleurs, à 2 reprises, en juin 2024 et en février 2025, la Commission a procédé à des demandes d'information auprès de Shein qu'elle soupçonnait de ne pas lutter efficacement contre la vente de produits illégaux et nuisibles.
Selon le porte-parole de la Commission, Chine s'est montré coopératif, à tel point que Bruxelles n'a pas jugé utile d'ouvrir une enquête. En revanche, les enquêtes ont été menées contre Temu et contre AliExpress, sans résultat. Mais pas d'inquiétude, si le DSA n'empêche pas la vente de poupées pédopornographiques, il vous protège contre la dite haine en ligne. Et l'on poursuit en compagnie d'Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref en France. C'est reparti pour un tour. Lundi, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de finances pour 2026 par 187 voix contre 109 dans une version remodelée par l'alliance droite-centriste dominante à la Chambre haute. Le texte, rejeté auparavant par l'Assemblée nationale, sera examiné vendredi en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord. Si un consensus est trouvé, il sera voté la semaine prochaine. Le déficit public s'élèverait alors à 5,3% du PIB selon un chiffrage du ministre David Amiel contre 4,7% proposé initialement par le gouvernement qui fixe une ligne rouge à 5%. Les négociations vont donc se poursuivre. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense. Je ne peux pas regretter de parler. Je ne peux pas regretter, je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis aussi avant tout moi-même. Et quand je suis dans le privé, effectivement, je peux me lâcher de manière qui n'est absolument pas adéquate. Mais j'avais besoin de le rassurer. Je l'ai rassuré certainement maladroitement, mais je n'avais pas d'autres mots à ma disposition à l'époque. Et à ce moment-là, et puis de toute façon, je pense qu'on a le droit de parler, le droit de penser. Il fallait rassurer son ami Harry, humoriste accusé de viol mais pas condamné pour de tels faits. Brigitte Macron a réagi au micro du média de gauche Brut sur la polémique suscitée par ses propos tenus en privé, qualifiant des militantes féministes venues interrompre le spectacle de son ami de sale conne. Penaude, l'épouse Macron, s'excuse donc un peu mais pas trop. Elle est mise en cause pour avoir accordé des aides pour 2 millions d'euros à l'association e-enfance, dirigée par l'une de ses proches. Un versement pas franchement raccord avec les règles de la fondation. Sans transition, affaire pédopornographique dans la police. Un policier de 51 ans, adjoint au chef de la brigade des atteintes aux personnes à Rouen, a été mis en examen pour agression sexuelle sur 2 mineurs et détention d'images pédopornographiques. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Évreux. L'affaire a débuté en juin 2024 avec la plainte d'une jeune fille de 17 ans dénonçant des faits remontant à l'été 2019 lorsqu'elle avait 12 ans lors de vacances avec un ami de ses parents. Une seconde plainte en novembre émanant d'une adolescente de 13 ans en Seine-Maritime l'accuse aussi de corruption de mineurs. Une perquisition a révélé des images pédopornographiques sur son téléphone et un disque dur issu d'une procédure judiciaire. Il reconnaît une partie des faits et la détention d'images invoquant la curiosité. C'est la plus grande béatification que la France ait connue. Samedi, 50 personnes ont été béatifiées à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En 1944 et 1945, ces hommes ont été arrêtés en Allemagne pour avoir apporté une assistance spirituelle aux jeunes Français envoyés comme ouvriers dans le cadre du service du travail obligatoire, le STO. L'Église les a reconnus comme étant tués en haine de la foi catholique. Il y avait parmi eux des prêtres, mais aussi des fidèles laïcs venant de nombreuses régions de France, comme le Poitevin Colbert-Lebeau, membre de la jeunesse ouvrière chrétienne, ou le provençal Joël Anglaise d'Aurillac, engagé dans le scoutisme. Et continuons avec l'international. Après le colonel suisse Jacques Beau, Xavier Moreau, lundi, on apprenait que le Saint-Cyrien franco-russe était désormais sur la liste noire européenne. Considéré comme un, je cite, relais de propagande russe, les analyses de Xavier Moreau ne seront plus accessibles en zone européenne sans l'utilisation d'un VPN. C'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui a publiquement évoqué cette liste, lequel est membre de l'Atlantic Council, à l'instar de son collègue aux Affaires européennes Benjamin Haddad. Dommage qu'il n'y ait pas de liste des relais de propagande néo-conservatrice. Une récompense hors norme pour un geste héroïque. En Australie, une cagnotte en ligne a été lancée pour Ahmed Al-Ahmed, l'homme qui a désarmé l'un des terroristes de Sydney. 1,5 million de dollars australiens, l'équivalent d'environ 850 000 euros, ont été récoltés en à peine 24 heures. Ahmed Al-Ahmed, musulman syrien naturalisé australien depuis 2022, est parvenu à désarmer le tireur Sajid Akram, l'obligeant à fuir. Mais il a été blessé par balle par le fils et complice du terroriste. Hospitalisé, il a été opéré et son état s'est stabilisé, mais il devrait subir d'autres opérations. Une petite mesure pour taxer les petits colis. Vendredi, à Bruxelles, les ministres des Finances des États membres de l'Union européenne
ont adopté un droit de douane de 3 € sur les colis de moins de 150 €, une taxe qui devrait entrer en vigueur à la frontière de l'UE à partir de juillet 2026. Notons qu'en France, une taxe de 5 € sur les petits colis est à l'étude au Sénat. Si l'idée est de viser l'essor des achats en ligne sur des plateformes de vente à prix cassé, comme Chine, le montant de quelques euros seulement paraît limité. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit le géopolitologue Nicolas Mirkovic pour évoquer les négociations de Donald Trump pour une paix en Ukraine. Pourquoi est-ce que les soldats français sont allés faire des exercices sur la frontière russe? Je parle même pas de la guerre, je parle d'avant la guerre. Donc forcément, vous avez un climat de tension parce que vous faites un exercice une fois, 2 fois, 3 fois, puis la fois d'après, vous franchissez la frontière. Donc il faut cette nouvelle architecture de paix pour l'ensemble de l'Europe, de la stabilité. La Russie, ça sera toujours la Russie. On verra ce qui reste de l'Ukraine. La Pologne, les autres États-nations d'Europe doivent trouver un accord qui leur permette de vivre en stabilité. C'est dans notre intérêt. Vous savez, dans le monde multipolaire qui est en train de naître, avec 1 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, avec l'Afrique qui a une démographie galopante, avec la Russie qui s'est affirmée comme une grande puissance, on a intérêt, et l'Amérique qui a envie de redevenir, qui ne veut pas trop perdre sa position hégémonique, même si on conçoit ou on comprend qu'elle a envie de revoir un petit peu sa portion du gâteau, eh bien, il va falloir une place pour les nations souveraines. C'est d'ailleurs ce que dit Donald Trump, il dit dans son document, sur la sécurité, que, voilà, l'Europe a intérêt à retrouver une certaine puissance, mais pas l'Union européenne. Elle en est pas capable. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en boue. C'est le contraire de Midas. Et voilà, c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.